Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce direct de l'AFA dédié aux fatigues dans les Mickey. Alors pour en parler ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous le professeur Xavier Treton de l'Institut des Mickey. Bonjour. Bonsoir, merci. Alors avant de démarrer, je vous rappelle un tout petit peu les fonctionnalités du direct, mais je vois que déjà certains ont démarré les discussions. Alors vous avez en effet un chat qui vous permet d'échanger entre vous, de discuter. Et moi, j'aime bien savoir quand même d'où vous nous regardez. Donc mettez la ville et la région, ça nous fait toujours plaisir de voir où vous êtes. Vous avez aussi un petit onglet Q&R, donc pour questions et réponses. Alors cet onglet, il est super important parce que c'est là où vous allez poser les questions justement au professeur Tréton et il y répondra tout à l'heure, donc à la fin de sa présentation. Et puis, en plus de ça, on va vous proposer, pardon, des sondages et on va démarrer tout de suite d'ailleurs avec le premier sondage. Donc, Jean-David en régie devrait le lancer. Donc le premier sondage qui, en fait, voilà, vous demande si vous avez déjà annulé si vous avez annulé ces 3 derniers mois des activités sociales ou familiales à cause de la fatigue. Donc, oh là là, vous êtes super efficace. On vous laisse le temps de répondre et en attendant donc monsieur professeur Treton, on sait que la fatigue, c'est, vraiment une préoccupation majeure pour, les malades de Mickey. On avait fait donc l'étude Regard croisé sur les Mickey et qui mettait notamment justement, en avant l'impact, de la fatigue et notamment ces épisodes de fatigue qui pouvaient arriver de façon très soudainement, dans la journée. La fatigue bien sûr qui est très présente, en période de poussée, mais qui l'est également, hors de ces périodes de poussée. Alors, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cette fatigue, elle peut avoir des causes, assez variées et c'est pas toujours simple finalement de les déterminer ou de les reconnaître. Donc, on compte sur vous ce soir pour, nous éclairer sur le sujet et nous donner des pistes pour, mieux les gérer justement ces fatigues. C'est à vous. Ah, j'espère, oui. Alors, on attend la fin du sondage, c'est ça? Ouais, mais je pense que là, on est pas mal. Donc Jean-David, si tu peux lancer le diapo et normalement, on peut enlever, soi-même le sondage, c'est ça? Moi, j'ai Heu, cliqué sur la croix. C'est parti. OK. Bon, tout d'abord, moi, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est un sujet qui est pas facile parce que, comme vous l'avez dit, ça touche beaucoup de monde et la fatigue, c'est difficile à définir, puisqu'il y a un côté subjectif. On verra, la mesure de la fatigue, c'est encore quelque chose qui reste à établir et vous l'avez dit aussi, c'est très multifactoriel. Donc c'est un diagnostic, ça, c'est mes liens d'intérêt qui ont pas beaucoup d'intérêt, pour ce sujet de la fatigue. Et donc c'est vrai que c'est une question qui est difficile à définir, difficile à diagnostiquer, difficile à mesurer et en fait, on n'en est qu'au début de l'histoire de la compréhension de cette fatigue, puisqu'il y a quelques années, c'est quelque chose que les gastro-entérologues, n'abordaient pas en consultation. Mais il y a de l'espoir que ça bouge et que ça évolue, puisque là, cette diapositive, ça vous montre un petit peu quelle est, la vision actuelle, de ce qu'on doit prendre en charge et quels sont les objectifs, thérapeutiques, qu'on doit, viser quand on prend en charge, un patient ou une patiente qui souffre d'une, Mickey. Donc avant, quand on avait peu de médicaments, on était déjà très content, que les patients n'aient pas de symptômes, et que les patients, petit à petit, améliorent, leurs symptômes, la diarrhée, la douleur, le syndrome inflammatoire et cetera. Et puis finalement, avec l'arrivée des médicaments un petit peu plus, efficaces, les anti-TNF, les biothérapies, on a eu des objectifs qui étaient d'aller vers la cicatrisation, de ne plus voir les lésions, parce qu'on sait, que, ça diminue, à long terme, le recours à, la chirurgie, le recours aux hospitalisations, aux complications. Mais là, en fait, quand vous regardez, les différents, derniers consensus d'experts sur la diapositive, suivante, vous voyez qu'on est en train d'évoluer, sur essayer d'obtenir un bon contrôle de la Mickey et puis d'aller au-delà sur la diapositive suivante qui est très ambitieux puisqu'on met, dans les objectifs de retourner à une qualité de vie normale, une absence de handicap, de dommages et donc d'avoir cet impact sur la qualité de vie et donc ça veut dire qu'on s'intéresse plus qu'aux caractéristiques de la Mickey, l'inflammation et cetera, mais qu'on veut viser
une amélioration de la qualité de vie. Et dans la qualité de vie, on va voir, il y a effectivement la fatigue. Donc ça, le premier message important, c'est que s'il y a 10-15 ans, vos gastro-entérologues, vous ne parlez pas de fatigue, vous ne parlez pas de qualité de vie, et ben aujourd'hui, tous les standards, c'est de dire, c'est bien de traiter la Mickey, mais il faut s'intéresser à la globalité du patient et on fait son travail qu'à moitié si on ne s'intéresse pas à la qualité de vie, essayer d'avoir cet objectif-là. Donc, vos gastro-entérologues, à l'avenir, ils devraient vous parler et aborder ces sujets, et ça, c'est le premier espoir. Le deuxième, c'est que sur la diapositive suivante, on s'aperçoit, si on regarde le retentissement au quotidien, que sur des enquêtes un peu anciennes, vous avez parlé de l'enquête Regard croisé qui a été hyper importante, mais il y a d'autres enquêtes qui ont été faites dans le monde. Et ça, c'est une enquête qui a posé aux patients quelles sont vos craintes les plus importantes du retentissement quotidien de la Mickey dans votre vie en les classant. Et donc, vous voyez un peu la proportion des réponses. Les barres noires, c'est les patients qui ont une Mickey active. Les barres blanches, c'est les Mickey en rémission. Vous voyez que la première crainte qui sort, c'est d'avoir une stomie et une stomie définitive. La deuxième crainte, que ce soit des patients en poussée ou des patients en rémission, c'est que leur Mickey leur occasionne au quotidien une baisse de l'énergie, une fatigue. Et ça va avant le nombre de selles, le fait de prendre des médicaments, d'avoir des douleurs abdominales, etc. Vous voyez que c'est la deuxième préoccupation après la stomie qui est plus importante, c'est ma Mickey retentit sur mon énergie quotidienne, etc. Donc très très important. Dans la diapositive suivante, vous avez une autre enquête, un petit peu plus récente, sur l'IBD disque. Vous savez, l'IBD disque, c'est un espèce de camembert où on va poser 10 types de questions qui sont les douleurs abdominales, la régulation du transit, etc. Et ça va être coté de 0 quand on n'a pas du tout de symptômes à 10 quand on a des symptômes très importants. Et en fait, vous voyez ici, sur ce résultat, sur plus de 1500, 1400 patients, quand ils remplissent un IBD-10, vous avez la deuxième colonne qui sont les patients actifs en poussée, et la troisième colonne, c'est ce qui répondent quand ils sont en rémission. Et ben, vous voyez qu'en fait, quand on a 0, c'est qu'on n'a pas du tout de symptômes. Quand on a 10, c'est qu'on a beaucoup de symptômes. Quand on regarde les chiffres les plus élevés, que ce soit les patients en rémission clinique ou les patients en poussée, eh ben c'est l'énergie, la fatigue qui sort bien avant les douleurs abdominales, le nombre de selles, etc. Donc, dans les patients en rémission comme les patients actifs, le symptôme qui est le plus impacté dans cette mesure par l'IBD disque, c'est la fatigue et c'est l'énergie. Donc, extrêmement, extrêmement important. Et finalement, sur la diapositive suivante, pour se rendre compte de l'impact de cette fatigue chez les populations de patients avec Mickey, qu'ils soient actifs ou pas, et ben vous avez cette revue très récente, hein, c'est publié en 2025, où en fait la prévalence, c'est-à-dire la fréquence de gens qui décrivent avoir une fatigue anormale, c'est entre 24 et 90% des enquêtes quand on compile un peu toutes les dernières études sur le sujet faites dans le monde. C'est à peu près équivalent dans la maladie de Crohn et dans la rectocolite hémorragique. C'est un peu plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Alors, il y a peut-être dans l'histoire aussi une charge mentale, un double travail à la maison et dans la vie professionnelle que peut-être dans beaucoup de sociétés, les hommes ne sont pas encore au même niveau. Ça explique peut-être aussi que cette fatigue est peut-être plus importante chez les femmes que chez les hommes, plus aussi la vie hormonale. Et puis, très important, c'est très fréquent quand on est en poussée, hein, c'est près de 90% des patients qui ont une fatigue excessive quand leur maladie n'est pas contrôlée, mais c'est quand même près d'un patient sur deux quand ils sont complètement en rémission et complètement cicatrisés. Donc tout ça, c'est pour montrer l'importance de cette fatigue, mais aussi le fait que les gastroentérologues commencent à être conscients de ça, commencent à aborder le problème, et ça fait partie des objectifs thérapeutiques que d'aborder ce sujet de la fatigue. Alors ensuite, plus difficile, sur la diapositive suivante, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ces fatigues, comment on les définit, qu'est-ce qu'on en sait, quelles sont leurs causes ou déterminants ou facteurs, et en plus, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'approche thérapeutique, sachant qu'on n'a pas encore tout compris de ces fatigues. Donc sur la diapositive suivante,
comment est-ce qu'on peut définir cette fatigue qui est une fatigue pathologique? Bah, c'est de la définir un peu en opposition de ce qui est la fatigue normale, la fatigue physiologique. En fait, c'est normal de ressentir une fatigue soit après un effort physique ou soit après un effort intellectuel. Ça, c'est important de le marquer aussi, c'est que le travail intellectuel et de réfléchir, ça peut induire une fatigue qui est une fatigue normale chez quelqu'un qui n'est pas malade. Et il faut savoir, c'est un point intéressant, que quand on regarde le cerveau, c'est 2% du poids du corps, c'est 1,5 kg, 2 kilos sur les très gros cerveaux, mais ça consomme 20% de l'énergie quotidienne. Et quand on fait un effort intellectuel, on voit que chez quelqu'un qui ne bouge pas mais qui fait un effort intellectuel, on peut monter de 10 à 15% sa consommation de glucose et d'énergie, et c'est uniquement par une activité cérébrale. Donc en fait, le cerveau peut induire aussi une réponse à un effort qui va se traduire par de la fatigue en temps normal. Mais là où c'est plus difficile de mesurer, c'est ce qu'on appelle une fatigue excessive. On peut avoir plusieurs formes de fatigue, que ce soit les conséquences ou les causes de la fatigue, que sont la fatigue vraiment physique, qui est ressentie comme une fatigue ou une non-récupération après un effort physique qui est excessif, ou le fait de se reposer après un effort ne repose pas et ne permet pas de récupérer après un effort physique. S'ajoutent les problèmes de troubles du sommeil, ou le fait de ne pas avoir un sommeil complètement réparateur. Et dans cette fatigue physique s'intègrent aussi souvent des douleurs. Souvent, la fatigue chronique physique s'accompagne d'un état un peu douloureux, d'avoir mal un peu partout, etc. Et c'est très, très souvent associé. Il peut y avoir aussi un impact psychologique de cette fatigue, que ce soit une cause, une conséquence, l'œuf ou la poule, ça on ne sait pas exactement bien, mais en tout cas que ce soit associé et concomitant, c'est très fréquent d'avoir un impact psychologique de cette fatigue ressentie comme excessive, avec un état un petit peu dépressif. On est déprimé d'être fatigué, ou on est fatigué d'être déprimé, et en fait ça va un peu ensemble, puisqu'on ne peut plus faire exactement ce qu'on veut, on se sent limité. Et puis on peut avoir des troubles de la mémoire quand on est anormalement fatigué, et que ça s'associe ou non à des troubles de l'émotion. On est émotivement probablement un peu plus fragile quand on se sent épuisé de façon constante. Et puis il peut y avoir une conséquence sociale, sociétale et morale de cette fatigue, qui fait que quand on est fatigué, quand on est épuisé, on s'isole, on écourte des sorties ou on les refuse. On peut avoir une vision au travail d'une baisse de productivité et de se sentir un peu ostracisé, mis à l'écart, et avec un sentiment de culpabilité qui fait que cette fatigue n'est pas perçue par les autres, mais peut conduire à de l'isolement social, qui peut conduire à de la dépression, qui peut amplifier tout ça. Donc c'est en fait extrêmement complexe, intriqué, entre le physique, le psychique, le social. Euh, tous ces éléments peuvent rentrer en compte pour faire une espèce d'amplification de boule de neige, et c'est parfois assez compliqué. Alors Euh, justement, est-ce qu'on pourrait ouais, avoir les résultats du premier sondage qui justement parlait ouais. de ce renoncement de sortie parfois? Je crois que c'était 80% oui et 20% non, hein, un truc comme ça. Ouais, Ouais, donc c'est énorme. ouais, ouais. Oui, oui, donc l'enquête de ce soir, elle est comme les autres enquêtes disponibles dans la Mm. littérature. Et après, quand on a dit tout ça, et en fait, ça, on le sait parce que il y a des pathologies, notamment qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, qui sont des maladies qui ne touchent pas, qui peuvent toucher des gens qui n'ont pas d'autres pathologies de fond, comme une pathologie organique, une MICI. Et donc, c'est toute l'étude de cette fatigue chronique, ou de ce syndrome douloureux, de syndrome de fatigue chronique, pardon, qui permet aussi de faire des études un petit peu plus poussées de ce qui se passe, même hors Mickey sous-jacente, et de décortiquer un petit peu tous les mécanismes. Si on en revient au Mickey, dans la diapositive suivante, en fait, une des difficultés, c'est de mesurer la fatigue.
et de la rendre objective et de convaincre les soignants, les médecins, les infirmières, l'entourage des patients que cette fatigue, elle est réelle et parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est très subjectif. Les gens disent je suis fatigué, je suis épuisé, mais c'est difficile de le mesurer. C'est un peu comme la météo avec la température réelle et la température ressentie. Donc on peut dire oui, ok, c'est subjectif. Et en fait, on n'a pas beaucoup de moyens. Il y a eu plusieurs échelles, plusieurs scores qui essaient de mesurer la fatigue. Et finalement, dans les Mickey, on se rend compte qu'on a quand même deux outils qui sont utilisés et qui commencent à être bien utilisés en recherche. C'est un score qui s'appelle le Fatigue Score, le F-FACIT, où c'est assez simple. C'est 13 questions. Et ces 13 questions, elles permettent de chiffrer la fatigue. Et puis, vous avez ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'enquête, c'est cet IBD-10 qui est très visuel. Quand vous avez 0, vous avez 0 symptôme. Quand vous avez 10, c'est que vous êtes au pire du plus fort du symptôme. Et vous voyez que dans cette IBD10, c'est pour avoir une idée du fardeau de la Mickey sur le quotidien des gens. Il y a des choses qui sont des caractéristiques physiques de la Mickey. Est-ce que j'ai mal au ventre? Combien j'ai de sel par jour? Est-ce que j'ai des douleurs articulaires? Mais il y a aussi des aspects de la vie, c'est est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai des interactions sociales satisfaisantes? Est-ce que j'ai un niveau d'énergie satisfaisant? Et donc, il y a plusieurs items de cette IBD10 qui permettent de quantifier, hein, parce que c'est de 0 à 10, et surtout, c'est de voir un peu l'impact de ce qui pourrait s'intégrer dans une fatigue excessive. Et nous, ce qu'on a besoin quand on est un peu médecin et qu'on veut faire des études, c'est de pouvoir objectiver, mesurer et de voir si on a des impacts thérapeutiques, des traitements, des médicaments, des techniques autres qui permettent de baisser cette fatigue et de pouvoir le mesurer pour qu'on puisse ensuite avoir déjà savoir si on a un vrai impact et puis ensuite savoir s'il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres pour les évaluer, les comparer, etc. Donc, on commence à avoir des outils qui vont nous permettre de mesurer cette fatigue. C'est très imparfait, mais c'est pas mal et c'est au moins quelque chose de quantifiable. Et puis ensuite, une fois qu'on a dit que c'était difficile, mais qu'on pouvait quand même un peu la mesurer, sur la diapositive suivante, c'est quelles sont les causes. Alors, très souvent, on va le voir, c'est assez multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut identifier qui peuvent concourir à majorer, créer, amplifier cette fatigue excessive et que probablement, quand vous prenez 100 patients différents, bah, vous avez un panel de causes qui sont modulées différemment selon les patients et chacun a sa fatigue. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est d'aller dans la personnalisation du diagnostic de la fatigue et de voir un peu ce qu'on peut faire. Il n'en demeure pas moins, sur la diapositive suivante, qu'il y a quand même des grands facteurs de fatigue qu'on peut identifier. C'est en premier, je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est le schéma le plus joli que j'ai trouvé. C'est en premier, savoir si la maladie, elle est active ou pas. Et ça, on va le voir, quand il y a de l'inflammation, des cellules inflammatoires, c'est biologiquement, ça crée de la fatigue. On va en parler, mais après des infections où il y a de l'inflammation, on peut être fatigué, je vais en parler. Ensuite, il y a les troubles du sommeil qu'on peut regarder. Il y a aussi le métabolisme, l'obésité, l'activité physique, le tabagisme. L'impact des médicaments, ça c'est une question très compliquée. L'impact des médicaments, est-ce que les médicaments qu'on utilise induisent par eux-mêmes une fatigue ou c'est d'autres facteurs? Ça, on va en parler. Bien sûr, le statut nutritionnel, est-ce que l'état nutritionnel est bon? Est-ce qu'il n'y a pas des carences? L'état psychique, le retentissement psychique ou la boucle d'amplification par des problèmes de stress, de dépression un peu sous-jacente. Et puis le microbiote, mais le microbiote, je ne vais pas trop en parler parce que le microbiote, il peut être mis à toutes les sauces. Vous pouvez trouver des anomalies du microbiote dans les problèmes articulaires, dans les problèmes digestifs, dans les problèmes psychiatriques, dans les problèmes de nutrition. Et donc, le microbiote, finalement, pour l'instant, on n'a pas d'action directe sur le microbiote qui soit très très utile ou qui ont montré d'efficacité clairement sur la fatigue. Donc ça, c'est un sujet que je ne traiterai pas forcément parce que pour l'instant, on n'a pas de données très solides qui aboutissent à des recommandations pratiques. Donc sur la diapo suivante, ce que je voulais aborder, c'est les causes un peu métaboliques
de la fatigue. Alors, très souvent, quand on fait le bilan d'une fatigue, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas des manques de vitamines, d'oligo-éléments, etc., des carences qui peuvent expliquer qu'on est biologiquement fatigué et qu'on pourrait compenser. Alors, euh, très souvent, il y a des manques de fer dans les Mickey. Et quand on rajoute du fer, plutôt par voie intraveineuse que par voie orale, il y a pas mal de patients qui se sentent améliorés au niveau de leur fatigue, mais c'est souvent pas suffisant. Donc quand on regarde en pratique et quand il y a une grosse carence en fer et qu'on donne du fer, souvent les gens se sentent quand même mieux. Pour autant, quand on regarde les études, c'est pas évident que corriger une carence en fer gère un problème de fatigue chronique excessive qui devient chronique. L'anémie, bien sûr, ça on est fatigué. La carence en vitamine B12, c'est une vitamine facile à rechercher, facile à recharger. Ça peut faire du bien, mais comme le fer, c'est pas évident que ça règle un problème de fatigue chronique au long cours. Et puis, il faut faire attention parce qu'il y a certains régimes restrictifs, on va en parler plus tard, qui peuvent aboutir à des carences, mais ça je vais l'aborder après. La vitamine D, il y a très souvent des carences en vitamine D. Ce n'est pas du tout montré qu'en rajoutant de la vitamine D, on améliore la fatigue. En revanche, on améliore un petit peu le système immunitaire et l'immunodépression. Et puis, on va le voir, la vitamine B1, c'est finalement la vitamine avec laquelle on a le plus de données, comme quoi une surcharge en vitamine B1, ça pourrait améliorer un petit peu, ou parfois beaucoup, des états de fatigue quand c'est lié à une cause plutôt nutritionnelle. Dans le même ordre d'idée, il y a la qualité de vie, parce qu'on sait que le tabagisme, par exemple, l'obésité, la sédentarité, pas faire beaucoup de sport, ça peut induire tout seul, même hors Mickey, une fatigue excessive. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Arrêter de fumer, faire du sport, essayer d'améliorer son surpoids. Tout ça, c'est des choses qui, à terme, peuvent être payantes pour améliorer la fatigue. Et après, il faut se méfier de dépister un peu des restrictions alimentaires ou des carences alimentaires. On a quand même beaucoup de patients qui, parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils ne sont pas bien contrôlés, parce qu'ils ont beaucoup de diarrhée, finissent par avoir des restrictions alimentaires. Quand on fait des enquêtes, le chiffre est assez dingue. C'est jusqu'à 30 à 50% des enquêtes où on trouve que les gens, quand ils répondent à des questionnaires anonymes, ben finalement, ils restreignent leur alimentation, ils sont en dessous de leurs besoins caloriques pour ne pas avoir mal au ventre et pas aller aux toilettes. Et donc ça, cette restriction alimentaire, ben vous avez moins d'énergie, vous avez moins de calories, vous êtes de facto fatigué. Et quand on fait des mesures de la sarcopénie, hein, de l'activité musculaire qui est le reflet d'une bonne nutrition, c'est 20% des gens qui sont sarcopéniques. Quand on est sarcopénique, on manque de protéines, on manque de muscles et de facto, on est fatigué. On est fatigué. Ensuite, dans les facteurs métaboliques, enfin qui interagissent avec le métabolisme, il y a la grande question des médicaments. On a beaucoup de gens qui disent, mais c'est peut-être mon médicament qui me fatigue, etc. Alors, il y a des traitements, oui, qui peuvent clairement induire de la fatigue. C'est notamment de la cortisone. Les corticoïdes, ça excite. On est stimulé sous corticoïdes, mais quand on en prend un peu longtemps, eh ben, c'est catabolique. Ça active un catabolisme qui va consommer de l'énergie en prenant des corticoïdes et on finit par avoir une fatigue chronique, soit sous corticoïdes au long cours, soit quand on arrête les corticoïdes, on a des gens qui se plaignent de plein de douleurs partout, musculaires, osseuses, etc., et d'un coup de fatigue excessif. D'autres immunosuppresseurs qu'on utilisait beaucoup avant tout seul, quand on n'avait pas grand-chose d'autre, qui sont le méthotrexate, l'Imurel, c'est des médicaments qui peuvent induire par eux-mêmes un état de fatigue. Et puis après, il y a la question des biothérapies, c'est-à-dire tous les anticorps, les anti-TNF, les inhibiteurs de JAK, l'upadacitinib, tous ces traitements-là, où là, en fait, quand on regarde les études qui ont regardé l'impact de la fatigue de ces médicaments-là, dans des études bien faites, randomisées, on a plutôt statistiquement l'impression que ça améliore la fatigue parce que ça améliore l'état de la maladie. Mais on ne peut pas mettre de côté que de temps en temps, mais ça c'est difficile à mesurer statistiquement, on va avoir quelques patients chez qui, clairement, les médicaments
mais c'est au cas par cas. Statistiquement, ce n'est pas un problème très important, mais chez certains patients, certains traitements vont induire par eux-mêmes une fatigue. C'est très difficile d'en faire la preuve, sauf à arrêter et reprendre. Et donc, mais c'est pas un problème. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est pas un problème fréquent et que bien souvent, il y a plein d'autres causes de la fatigue que ces traitements-là, sauf corticoïdes, Immurel et méthotrexate, où là, oui, il y a une fatigue qui est fréquente. Mais avec les autres, c'est un débat qui est un peu compliqué. Pour l'absorption, en fait, il n'y a pas de problème de malabsorption chez beaucoup de patients qui ont des MICI. Pour avoir un problème de malabsorption, il faut que presque la moitié de l'intestin grêle soit malade ou opéré. S'il vous reste 2 mètres d'intestin grêle normal, pas malade, vous avez une absorption normale. Donc en fait, il y a très peu de problèmes de malabsorption. Il peut y avoir des problèmes de manque de fer et de vitamine B12, mais tout le reste s'absorbe complètement normalement quand on a 2 mètres d'intestin valide sur à peu près 4 ou 5 mètres chez tout le monde. La sarcopénie, c'est avoir des muscles un peu atrophiques, ce qui révèle en fait des carences d'apport, des muscles qui s'affaiblissent et une inflammation chronique ou un affaiblissement musculaire parce qu'on ne mange pas assez et qu'on a un état inflammatoire. Donc ça, c'était sur toutes les petites causes vitaminiques, médicaments, qualité de vie, tabac, obésité, activité physique, sur lesquelles on peut jouer. Ensuite, sur la diapositive suivante, il y a une vraie biologie de l'inflammation qui entraîne de la fatigue. Alors, notamment, ça on le sait avec les infections. Quand on a une infection à certains virus, par exemple la mononucléose, vous attrapez la mononucléose quand vous êtes jeune en général, c'est le virus Epstein-Barr virus ou un virus comme le CMV. Après votre infection qui va durer 1 ou 2 semaines, les gens, c'est assez classique d'être épuisés pendant 1 mois, 2 mois, d'être extrêmement fatigués, alors même que le virus, il n'est plus là, il a été détruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a une infection, il y a une activation du système immunitaire, il y a les cellules de défense qui vont produire de l'inflammation et comme par exemple de l'interféron, ça c'est ce qu'on produit contre un virus notamment. Et donc l'interféron, il va mettre au repos un peu les cellules, et puis il va y avoir une inflammation qui va se faire pour que le système immunitaire il détruise la bactérie ou le virus. Et donc toutes ces cellules inflammatoires, elles vont libérer des médiateurs de l'inflammation qui vont passer dans le sang, qui vont monter au cerveau. Et le cerveau, ces médiateurs de l'inflammation, ça va, on le sait maintenant, induire une réponse de type fatigue. Et donc tout ça, ça veut dire que physiquement, quand on a une infection ou une inflammation, et donc une MICI active, eh ben, cette inflammation va induire un état de fatigue lié à l'inflammation ressenti par le cerveau. C'est probablement ce qui se passe après les Covid longs. Il y a des patients, ils ont chopé le Covid, ils sont épuisés pendant des mois, des années, parce que s'est installé au niveau du cerveau une neuroinflammation qui entraîne un état de fatigue. Et ça, on sait aussi chez les gens qui souffrent d'un syndrome de fatigue chronique, complètement hors maladie inflammatoire, hors inflammation, que si on va regarder au niveau de leurs globules blancs périphériques, au niveau du bras, au niveau de la jambe, etc., on prend des globules blancs, on les analyse, et ben on se rend compte qu'ils sont un petit peu inflammatoires. Et que probablement ce petit peu d'inflammation contribue à entraîner au niveau du cerveau une sensation de fatigue. Donc tout ça pour vous dire que quand on est actif en poussée, c'est naturel et c'est normal de ressentir une fatigue et qu'il faut tout faire pour contrôler la poussée et mieux soigner la MICI. En dehors de quoi, on n'arrivera pas à contrôler la fatigue si on a une maladie active, probablement que ce sera très compliqué, voire pas possible. Sur la diapositive suivante, c'est une enquête du GTED qui s'était intéressée, elle est relativement récente, elle a été publiée en 2023, qui a regardé par des enquêtes assez vastes, plus de 1700 patients,
qu'est-ce qui était associé à la fatigue? Et ben, en fait, associé à la fatigue, il y a beaucoup de choses. Il y a plus de douleur, il y a plus d'états un peu anxieux et un peu dépressifs, et il y a plus de problèmes de sommeil. Donc ça ne va pas tout seul, et ces choses-là, elles peuvent contribuer à amplifier la fatigue. Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est la poule? Comment ça fonctionne? C'est assez compliqué. Mais si on regarde ça, on s'aperçoit que chez les gens qui souffrent d'un épuisement et d'une fatigue chronique, on a très souvent, quand on regarde bien et qu'on fait des enquêtes, un petit peu de syndrome anxieux, un petit peu de dépression qui peut arriver. Alors, est-ce qu'elle arrive secondairement? Est-ce qu'elle arrive en même temps? C'est difficile à dire, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, gérer ses émotions et gérer sa santé mentale, c'est probablement un déterminant important de la fatigue et d'une façon de la combattre. Pour les raisons suivantes, sur la diapositive d'après, ce qu'on voit sur des enquêtes, c'est que quand on regarde le niveau d'anxiété des patients avec Mickey dans le monde, ben, on s'aperçoit que c'est très fréquent. 41% en France, 27% en Angleterre, etc. Donc c'est très fréquent d'avoir un état d'anxiété quand on a une Mickey, qu'elle soit active ou inactive. Sur la diapositive suivante, ce qu'on peut voir, c'est que cet état d'anxiété, ouais, 41%, ça c'est une enquête de l'AFA qui avait dit qu'en France, c'était vraiment très très important l'anxiété dans les Mickey. Sur ça, pourquoi c'est important cette anxiété et pourquoi ça peut retentir sur la fatigue et sur les douleurs? Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et ça on le sait du syndrome de fatigue chronique, que souvent, fatigue excessive s'accompagne de douleurs, et de douleurs abdominales, et de douleurs partout, dans les muscles, etc. C'est peut-être un peu ce qui sous-tend aussi la fibromyalgie. Et ben, on sait que quand on a un stress psychique, on va activer au niveau de son intestin tout un fonctionnement digestif qui va augmenter de l'inflammation locale et de l'inflammation au niveau du tube digestif et des douleurs digestives qui va être plus importantes parce que c'est bourré de cellules nerveuses, l'intestin. Et sur la diapositive d'après, donc ça on sait maintenant par des études chez l'animal très poussées que quand on a un stress psychique, on va perturber son intestin et on va créer localement une inflammation. Et qu'à l'inverse, on a vu tout à l'heure que quand on avait de l'inflammation d'un organe, que ce soit l'intestin ou d'autres organes, eh ben, ça va libérer des molécules qui vont au niveau du cerveau majorer la douleur, majorer la fatigue. Donc en fait, c'est une espèce de boucle et de cercle vicieux, ce qui veut dire que probablement il y a une boucle d'amplification entre le stress et la fatigue, et également les douleurs, parce que ça va un petit peu ensemble. Et sur la diapositive suivante, il y avait même des études anciennes qui ont montré que quand il y avait des patients qui avaient des états inflammatoires, que ce soit rhumatisme, etc., qui avaient des niveaux de dépression plus élevés, mais que aussi dans la dépression pure et dure, sans autre maladie associée, on arrivait à trouver des marqueurs d'inflammation. Et c'est pour ça qu'au début, avant d'utiliser les anti-TNF dans les Mickey, il y a même eu des études qui ont regardé ce que donnaient des anti-TNF sur la dépression. Et donc ça, c'était hyper intéressant de prendre en compte qu'il y a une neuroinflammation qui entraîne plus de stress et que ce plus de stress peut jouer sur la fatigue, la douleur et que ça peut faire une boucle d'amplification. Et notamment sur la diapositive d'après, euh, je trouve que c'est bien illustré de dire que quand on a une inflammation d'un organe, on augmente sa sensibilité au niveau du cerveau au stress et que la sensibilité du stress au niveau du cerveau va déclencher des cascades hormonales. C'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, où en fait, vous avez votre hypothalamus qui va libérer des hormones qui vont activer les glandes surrénales pour produire de la cortisol et des hormones du stress, et que ça va entraîner des modifications du métabolisme, parce que quand on est stressé, quand on est inflammé, on est plus stressé, et quand on est plus stressé, on va activer son système de glandes qui va activer son métabolisme avec de l'adrénaline, de la cortisone naturelle qu'on appelle le cortisol, et ça va bouffer de l'énergie, ça va activer le métabolisme, et donc ça va fatiguer. Et donc là, vous avez une belle illustration il y a de l'inflammation qui augmente le stress, et que le stress étant augmenté, on active son système hormonal qui va augmenter le catabolisme de l'organisme et activer la dépense énergétique excessive. Donc ça explique pas mal, je trouve, tout ce qui peut se passer.
et qu'il faut jouer sur l'inflammation en traitant mieux la Mickey, mais il faut aussi jouer sur le stress parce que ça peut baisser ce système de réponse qui, quand il est chronique, quand il est tous les jours, finit par épuiser. Et ça, sur la diapositive suivante, on commence à le comprendre, on commence à le savoir parce qu'on est capable maintenant de mesurer. Alors, c'est de la recherche, ça, on ne le fait pas dans les IRM de tous les jours, mais on est capable de faire des IRM fonctionnels. Des IRM fonctionnels, c'est de regarder quelle zone du cerveau s'active quand on stresse quelqu'un, quand on le met dans une ambiance plutôt douce ou dans une ambiance plutôt stressante, et on sait quelles sont les régions du cerveau qui gèrent le stress, qui gèrent le plaisir, qui gèrent la réflexion, par exemple, qui gèrent l'équilibre, etc. Et donc, quand on prend des patients avec une Mickey, qu'elle soit active ou inactive, par rapport à des gens qui n'ont pas de Mickey, c'est-à-dire pas d'inflammation, et qu'on va leur induire un stress, on va voir que la réponse au stress au niveau du cerveau, elle va s'allumer beaucoup plus fort. Donc ça veut dire que quand on a une Mickey, qu'on a été sujet à de l'inflammation, on a probablement des mécanismes biologiques qu'on ne contrôle pas, mais qui font que le cerveau, il est moins capable de lutter contre le stress et qui va avoir une sensibilité au stress. Et que cette sensibilité au stress, on l'a vu, elle peut augmenter les douleurs, elle peut augmenter la réaction du corps qui donne de la fatigue parce qu'il va consommer de l'énergie. Et donc aujourd'hui, on sait que la santé mentale, il faut s'en occuper et que si on arrive à trouver des choses qui calment cette réaction au stress, probablement c'est une des pistes d'amélioration de la qualité de vie, de la fatigue, etc. On en est au début de l'histoire, donc ça, c'est probablement des choses qui vont se développer, mais qui vont très vite. Par exemple, sur la diapositive d'après, on sait que le stress, c'est difficile à mesurer. Parce qu'en fait, on donne des enquêtes, donc on vous donne une feuille avec 30 questions dans la salle d'attente du docteur ou dans le cabinet, et donc on n'est pas dans des bonnes conditions pour répondre aux questions, pour mesurer son stress. Et on sait par exemple que la meilleure façon, ce serait d'utiliser des mesures automatiques du stress. Et il y a par exemple des sociétés comme celle-ci, là. Alors je crois qu'il y a une petite animation, je crois qu'il faut cliquer pour que ça bouge. Je ne sais pas si vous avez ça dans le diaporama, mais il y a des outils qui partent du principe que tous les jours, on passe au moins 3 heures devant un écran, que ce soit l'écran du téléphone, l'écran de sa télé, l'écran de l'ordinateur, etc. Et que on est capable, en mesurant les expressions faciales, de définir si vous êtes stressé, vous êtes détendu, etc. Et donc, pour savoir si dans la journée, vous avez une quantité de stress qui est là mesurable, et bien, du coup, on pourrait intégrer dans les études futures sur la qualité de vie, la fatigue, etc., des mesures beaucoup plus précises du stress par ces outils-là qui permettent de dire finalement, sur une journée, vous avez tant de pourcents du temps où vous êtes stressé. Et puis, si on fait une intervention, un traitement, etc., de voir si on a un vrai impact et de le mesurer de façon plus objective que simplement sur des scores. Et sur la diapo d'après, en fait, ce que disait cette étude, c'était que pour contrôler une maladie, il faut en général choisir un traitement qui fonctionne, mais pour que ce traitement fonctionne bien, il faut que le traitement soit adapté à votre inflammation, donc choisir un traitement qui fonctionne sur le type de maladie que vous avez et sur l'inflammation que vous avez, mais il faut aussi être dans des dispositions psychiques où le stress ne va pas bloquer l'effet du traitement parce que des symptômes sont amplifiés, parce que on est dans de mauvaises dispositions, où on a des craintes, etc. Et donc, il n'y a pas que la biologie qui peut expliquer qu'un traitement ou une stratégie fonctionne, il y a aussi tout ce pan de la santé émotionnelle, de la santé mentale, qui peut interférer avec le cours de la maladie, parce qu'elle peut créer en soi l'entretien de l'inflammation. Et donc tout ça pour vous dire que la fatigue, ça s'intègre là-dedans et qu'il faut vraiment aborder dans les années qui viennent tout ce qu'on peut faire pour que on améliore la santé mentale, les émotions, etc. Et que ça, c'est une des pistes d'amélioration de cette fatigue qui est quand même très liée à ces mécanismes de perception. Alors après, dans la suite, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a dit ça, sachant que
Vous l'avez compris, on est un peu au début de la compréhension de ce qui peut se passer et ce qui peut se passer, c'est assez compliqué. Et donc là, je crois que vous avez mis un petit sondage. Ouais, on va vous laisser le temps de répondre. Ça vous permet de faire une petite pause, professeur. Ouais, je vais boire un coup. Mmh. OK. Vous avez un commentaire à faire? Alors attendez, je suis en train de regarder. Avez-vous consulté un professionnel de santé, pour votre fatigue? Oui, bah, oui, oui, c'est très important et ouais. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a quand même oui, c'est très cohérent, hein. C'est ce qu'on a vu dans le sondage, c'est la moitié, des Mmh. gens et que vous vous débrouillez un peu tout seul pour essayer de trouver des techniques, pour essayer de gérer votre fatigue. Donc oui, oui, je suis pas étonné du résultat. Je suis pas étonné. Heu, Bon, bah, on avance. ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je crois qu'il y a des interventions qui aujourd'hui, sont un peu à la portée des gastro-entérologues. C'est un de prendre conscience du problème, de savoir d'où il peut venir. Il y a des choses que le gastro-entérologue peut faire tout seul ou avec l'aide de certains collègues, mais qui doit solliciter pour essayer d'améliorer les choses. La première chose, c'est quand la maladie est inflammatoire active, il faut absolument traiter l'inflammation parce que je pense que vous avez bien compris que quand il y a de l'inflammation, biologiquement, eh ben, on met son corps en état de veille et on consomme de l'énergie et donc c'est normal d'être fatigué. Donc mieux traiter la Mickey, ça c'est sûr. Adapter le traitement. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que le traitement du patient, le traitement de fond, est-ce qu'il peut être impactant sur cette fatigue? Et si oui, bah, essayer de voir ce qu'on peut faire pour le modifier, sachant que ça concerne beaucoup les corticoïdes, les immunosuppresseurs et que pour les biothérapies, c'est vraiment au cas par cas et probablement un problème, un peu moins important. Encore que, au cas par cas, ça peut être le cas, hein, quand même. Ensuite, bah, la démarche, c'est de regarder un peu est-ce qu'il y a des vitamines déficitaires? Est-ce que, on peut, regarder, s'il y a un manque de fer et cetera? Aujourd'hui, il y a une chose intéressante qui est qu'il y a des vitamines qu'on donnait jamais, notamment la vitamine B1, la thiamine et en fait, on s'aperçoit que dans la littérature, il y a beaucoup d'études qui ont utilisé, mais des fortes doses, hein, des doses très élevées de vitamine B1 avec, un impact, positif chez près de 30 à 40 des patients avec des cures de vitamine B1. Donc, probablement que c'est une vitamine qu'on peut essayer de donner et qu'on ne donnait pas beaucoup avant et on peut commencer à s'y intéresser un petit peu. Alors, ce n'est pas le remède miracle, mais chez certains patients, ça peut quand même, probablement aider. Ensuite, le tabac, il faut absolument essayer d'arrêter de fumer parce que le tabac, ça fatigue, ça augmente le catabolisme, et ça, on le sait. Et en plus, c'est pas bon, pour la maladie de Crohn, pour la rectocolite, c'est débattu, mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire. Essayer de vérifier avec une enquête diététique que les patients ne sont pas en sous-régime et sous-alimentés, notamment pour compenser des symptômes digestifs. Donc ça, il faut le faire. Il faut se faire aider, par les diététiciens, par les, nutritionnistes pour vérifier qu'il n'y ait pas de carence d'apport, de carence énergétique, hein, en énergie. Il faut certainement, dans la mesure de ses possibilités, avoir une activité physique quand la maladie est inactive évidemment et quand c'est physiquement possible. Mais, il est tout à fait prouvé qu'une activité physique assez soutenue, c'est un des facteurs qui peuvent des fois aider à, diminuer le ressenti de la fatigue maladie. Et puis, il faut savoir maintenant poser des questions et ne pas avoir de tabou.
sur est-ce qu'il y a des troubles du sommeil? Parce qu'en fait, maintenant, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que dans les Mickey, il y a des troubles du sommeil et que ces troubles du sommeil, on ne sait pas encore trop si c'est l'œuf ou si c'est la poule, mais en tout cas, on pense qu'ils contribuent beaucoup à cette fatigue chronique et aussi aux douleurs et peut-être même à garder un état un petit peu inflammatoire. Donc ça, c'est des questions qu'il faut quand même commencer maintenant à poser. Le sommeil, il y a maintenant des spécialistes du sommeil, on peut aider les gens, les orienter, mais il faut dépister ce problème-là. Et puis le point majeur, c'est qu'il ne faut plus avoir de tabou à aborder le problème de la santé mentale, des émotions, de l'anxiété, de savoir rechercher une dépression cachée, parce que en fait, il y a tout intérêt à la prendre en charge, soit avec des médicaments, soit avec de la psychothérapie, des thérapeutes, soit avec les deux, parce que c'est vraiment un facteur d'entretien et des douleurs et de la fatigue, et que si on n'aborde pas ce problème, on règle probablement pas, on pourra pas tout régler. Et ça, il faut plus que ce soit un tabou. Il faut qu'on puisse en parler. On en parle de plus en plus, heureusement, les réseaux sociaux, les médias, la santé des jeunes et des adolescents permettent maintenant de dire qu'il faut en parler. Il y a des pubs à la télé, etc. C'est tout à fait adapté aux patients qui ont des maladies chroniques, Mickey et pas Mickey d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des symptômes de dépression, même chez des gens qui n'ont pas de Mickey ou d'autres maladies, eh ben, c'est mal dormir, c'est avoir mal partout, c'est plus avoir envie de rien faire, c'est plus sortir du lit, c'est avoir un espèce de lassitude générale. Et donc, bah, la fatigue excessive, ça peut être en soi un symptôme de la dépression. Elle peut être associée, elle peut être toute seule, elle peut être la cause unique, mais elle peut être associée et amplifier le truc. Donc c'est vraiment une question. Et il y a plein de gens qui ne se sentent pas déprimés au sens psychique du terme, mais qui le sont de facto et pour qui c'est encore un peu difficile d'aborder cette question-là. Et puis les gastroentérologues ne l'abordaient pas beaucoup parce qu'une fois qu'on a dit ah vous êtes peut-être un peu déprimé, ben, on ne faisait pas grand-chose derrière, quoi. Et donc voilà, et donc sur la diapositive suivante, en fait, c'est juste un schéma qui récapitule comment on doit, gastro-entérologue, réfléchir quand un patient exprime une fatigue excessive. La première chose, c'est que on devrait pouvoir maintenant essayer de la mesurer un peu mieux avec un IBD disque ou avec un petit score pour essayer de la mesurer et voir si ce qu'on va faire améliore et avoir des données un peu chiffrées. Ensuite, je vous l'ai dit, première étape, est-ce que la Mickey, elle est active ou pas? On fait une calprotectine, on regarde, on essaye d'optimiser le traitement pour qu'il y ait le moins d'inflammation possible, parce qu'on sait que ça a un fort impact sur l'organisme. On fait ensuite la démarche de regarder un peu la nutrition. Est-ce qu'il y a assez de calories dans la journée? Est-ce que la diète, elle est équilibrée? Est-ce qu'il n'y a pas des déficits qu'on peut corriger? Le fer, la vitamine D, maintenant beaucoup la vitamine B1, hein, il faut s'y intéresser. Et ensuite, après, bah, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de stress, d'anxiété, de syndrome dépressif, de problèmes de sommeil? Et si on n'en trouve pas, c'est là vraiment où il faut que le gastro-entérologue il se fasse aider et où on peut avoir d'autres interventions pour essayer d'améliorer tout ça. Et donc c'est la diapositive d'après. Et ça, je pense que le gastro-entérologue, c'est des choses, c'est pas à sa portée. Il peut orienter, et il y a toutes les approches de type thérapie psycho-comportementale, thérapie cognitivo-comportementale, etc., qui peuvent avoir une place, dont il y a eu plusieurs études sur ces approches d'hypnose, de choses comme ça, de thérapie complémentaire, qui peuvent apporter un mieux. Il y a une technique dont vous avez certainement entendu parler là, qui est le pacing, qui est en fait de se faire aider pour essayer de, en fonction de sa maladie, en fonction de ses capacités, évaluer un peu la quantité d'énergie dont on dispose pour passer sa journée et faire ses projets, et d'essayer bah, de mesurer, de choisir les tâches qui vont consommer de l'énergie et de se prévoir des temps de repos, de relaxation, de récupération, qui fait que on va adapter un peu sa journée à ses capacités, à son niveau énergétique, et on va surtout pas essayer d'avoir des objectifs trop ambitieux, de se donner, de vouloir en faire trop, de vouloir en faire plus, parce que en plus ça, un, vous êtes épuisé quand vous voulez en faire trop, vous voulez en faire plus, et deux, vous vous dévalorisez
en disant: «Je suis pas capable, je suis nul, mes collègues au boulot, ils trouvent que je suis pas productif» et donc vous induisez une espèce de déprime et de stress qui va augmenter, en fait, la fatigue et vous allez être dans un cercle vicieux. Donc le pacing, c'est un peu du bon sens, mais c'est des fois de se faire accompagner pour dire: «Bah, ça tu peux le faire, ça tu peux mesurer et cetera. Il faut t'autoriser des temps de repos» et de s'écouter un peu, pour pas mettre la barre trop haut et finalement pas y arriver et tomber dans un état où finalement c'est de pire en pire parce qu'on se déprime et plus on est déprimé, plus on est fatigué. Il y a des techniques de cohérence cardiaque, de respiration, de sophro pour prendre des pauses pour soi et savoir dans la journée, pouvoir avoir des moments de récupération et il faut s'autoriser ces moments de récupération et plus que ce soit un tabou, social et c'est pour ça qu'on remplit des dossiers MDPH parce que les Mickey, c'est des maladies, avec un fardeau qui sont invisibles, que les gens ne perçoivent pas et donc il faut avoir quand même une reconnaissance de son entourage professionnel, familial du fait que, les besoins sont pas les mêmes, les besoins de récupération sont pas les mêmes et cetera et que ce soit pas un tabou et qu'on puisse s'accorder du temps. Heu, ensuite, sur la prochaine, c'est que, bien évidemment, l'avenir, c'est d'essayer de pouvoir faire des soins un peu holistiques pour traiter la Mickey, mais aussi avoir à côté du gastro-entérologue, des gens qui vont s'occuper de santé mentale, d'accompagnement nutritionnel et cetera et de pouvoir faire tout ça. Le problème, c'est que c'est bien joli de dire ça, mais bon, il y a pas de prise en charge, sociale par l'assurance maladie, c'est pas remboursé et on a malheureusement, pas beaucoup d'endroits où, vous pouvez avoir une prise en charge holistique comme ça, parce qu'il y a pas de modèle économique, adapté. Pour autant, sur la diapositive suivante, il commence à y avoir des études qui montrent que quand on fait ça, quand on traite la Mickey et qu'on traite aussi la nutrition, le sport, le sommeil et cetera, et ben, on a des résultats qui sont bien meilleurs en termes de qualité de vie, de fatigue. Ça, c'est une étude, pilote en pédiatrie où en fait les enfants, mais c'est des tout petits groupes, hein, c'est 12 malades, donc c'est vraiment très petit, mais ont eu un accompagnement en plus des médicaments sur tous ces aspects-là, la nutrition, l'activité physique, le sommeil et ont eu des bien meilleurs résultats, en termes de, fatigue ressentie, d'endurabilité, de récupération après les efforts et cetera et de contrôle de la Mickey, de contrôle inflammatoire et donc ça, on commence à démontrer que sur des études, comme ça, un accompagnement, en fait, c'est bénéfique et dans la diapositive suivante, c'est juste pour vous évoquer le fait que, nous, là, à l'endroit où je travaille, à l'Institut des Mickey, on essaye de, mettre, en place et l'AFA est un soutien, important de cette étude-là, une étude de prise en charge holistique où en fait, il va y avoir dans cette étude-là des patients volontaires. 50 d'entre eux vont être avec maladie active inflammatoire, 50 vont être en rémission et puis, on va, leur proposer, un parcours d'accompagnement sur 3 axes que tout le monde va suivre, qui est l'activité physique, la diététique et la santé mentale et en plus, en fonction des besoins des uns et des autres, une personnalisation sur des axes comme, la sexualité, les troubles du sommeil, l'image corporelle ou d'autres aspects, de la vie qui peuvent être impactés par la Mickey. Et donc on va voir si effectivement on gagne en qualité de vie, on gagne en productivité, si on peut dire, comme ça, en absentéisme, en coût de consultation, pour la sécurité sociale et on espère avec, des études comme ça, bah, démontrer, à la sécurité sociale qu'il faut rembourser, des prises en charge, holistiques, rembourser, la psychothérapie, rembourser, le diététicien et cetera, dans des parcours, de soins. Et là, il y a un dispositif de la sécurité sociale qu'on appelle un article 51 qui, si on fait la démonstration scientifique que c'est intéressant sur le plan médico-économique, que c'est intéressant sur le plan médical, sur le contrôle de la maladie, ben, on pourrait avoir des unités ou des services, pour lesquels ces soins soient proposés et pris en charge. Mais c'est une expérimentation pilote. Mais là, l'AFA a un rôle, important parce que soutenir une initiative comme ça pourrait être assez vertueux pour pouvoir, démontrer qu'il faut faire ces prises en charge multidisciplinaires et je pense que c'est avec des outils comme ça qu'on peut vraiment lutter contre la fatigue, parce que la fatigue, c'est assez multifactoriel. Vous avez vu, il faut contrôler bien la Mickey,
mais il faut aussi avoir une bonne santé mentale, il faut avoir une bonne récupération, il faut faire du sport, il faut bien manger, il faut avoir un équilibre diététique. Donc, c'est tous ces aspects-là qui permettront d'améliorer la fatigue. Et une technique toute seule, isolée, je ne crois pas trop que ça puisse être miraculeux et magique. Et donc, quand vous venez avec un problème de fatigue, consulter, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à avoir, la vitamine magique qui va calmer, le traitement magique qu'on prend pendant 15 jours et qui va vous faire du bien. Ça, malheureusement, ça n'existe pas et c'est plus une prise en charge un peu globale qui, à mon avis, permettra, de changer les choses. Voilà, et donc je pense que j'ai une dernière diapositive, après j'arrête de vous saouler, qui est les points clés. C'est que, un, l'inflammation, c'est une cause de fatigue chronique. Donc, en fait, il faut contrôler la Mickey. Et surtout, surtout, il ne faut pas culpabiliser. Parce qu'en fait, c'est normal d'être fatigué quand on a une Mickey, qu'elle soit active, mais c'est aussi normal, on l'a vu, d'avoir un cerveau qui réagit différemment, qui se fatigue un peu plus vite, d'avoir une mauvaise récupération. Et donc, il ne faut absolument pas culpabiliser, il ne faut pas que ce soit un tabou. C'est malheureusement un mal qui est invisible, hein. On dit qu'on est fatigué, ben donc, on va toujours avoir des collègues ou même des médecins qui vont vous dire: «Oui, oui, c'est dans la tête, machin», voilà. Et donc ça, c'est très bien qu'il y ait ce webinaire ce soir parce que c'est bien de militer sur le fait que c'est un vrai problème. C'est 40 à 90 des malades, c'est un vrai souci, mais ça ne se voit pas. Et voilà. Et donc, je pense que c'est plutôt une approche multidisciplinaire qui permettra de contrôler tous les facteurs associés de la fatigue pour essayer de l'améliorer. Malheureusement, malheureusement, je pense qu'on est encore un peu démunis. Il n'y a pas de modèle économique de remboursement et tout ça. Mais en gros, on y travaille et j'espère que ça va avancer. Et en tout cas, la communauté des gastro-entérologues, ils commencent à prendre vraiment conscience, un, que ça existe, deux, pourquoi c'est là, et trois, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Et donc, il va falloir travailler auprès des pouvoirs publics et tout ça. Et le message, c'est vraiment qu'il ne faut pas vouloir en faire trop. Il faut pouvoir s'accorder du temps pour le corps et pour l'esprit. Je vous ai dit, un travail intellectuel, bah, ça peut fatiguer aussi, et ça fatigue plus quand on a une Mickey, c'est vrai. Et donc, voilà, il faut essayer de s'accorder du temps, des pauses, de la récupération, de ne pas vouloir en faire trop, parce qu'après, on tombe dans un cercle vicieux. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je pense que ça aura parlé à beaucoup de monde. On a beaucoup de questions. Mais comme c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui vais poser la première. Je voulais savoir s'il y avait des éléments sur les probiotiques, parce que on peut peut-être tenter de faire des cures de probiotiques en se disant ça va nous rebooster. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus ou ça vaut pas le coup? C'est bien parce que c'est le truc, j'ai dit, j'en parlerai pas. Alors, non, je ne suis pas le meilleur expert pour Ouais. parler de ça. Je vais vous dire ce que j'en ai compris, mais peut-être que vous auriez des conférences plus expertes par d'autres. Ce que j'en ai compris, c'est que effectivement, on a dans des maladies psychiatriques ou de l'humeur, des descriptions de modifications de microbiote. Mais ça, on l'a aussi dans plein d'autres maladies. Il n'en demeure pas moins que dans des formes de dépression, etc., le microbiote peut changer. À ma connaissance, on n'a pas encore de démonstration que modifier un microbiote changeait durablement des états de fatigue et tout ça. Il y a un laboratoire français qui vend un probiotique qu'ils ont appelé psychobiotique pour améliorer l'état du microbiote et avoir un effet sur la fatigue et l'anxiété. Honnêtement, quand on va voir les données qui supportent le fait qu'ils appellent ça un psychobiotique, c'est des données sur la souris, de comportement. Chez l'homme, il n'y a pas encore eu d'études bien faites qui nous permettent de dire que ça a un quelconque intérêt. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas dangereux, que si on veut essayer, on peut, mais moi j'ai du mal à prescrire ça parce que je ne sais pas si ça a un intérêt quelconque et je manque de support scientifique pour dire, pour y croire pour l'instant. C'est pas pour peut-être que ça pourrait fonctionner, mais honnêtement, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne sait pas. On manque d'informations. Ok. Ouais. Il y avait pas mal de questions. Alors, il y en a une qui est revenue un petit peu, qui était sur la fatigue visuelle. Est-ce qu'on a des éléments sur ça? Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec les Mickey ou...
Je ne saurais pas vous dire spécifiquement sur les Mickey. En tout cas, la fatigue visuelle, c'est un des éléments du diagnostic de syndrome de fatigue chronique, puisqu'il y a des gens qui souffrent de syndrome de fatigue chronique, qui n'ont pas de Mickey, hein, mais qui ressemblent beaucoup à la fatigue qu'on peut ressentir dans des maladies organiques comme les Mickey. Et dans les symptômes, il y a effectivement des descriptions de flou visuel, de fatigue visuelle et de fatigabilité. Donc oui, je pense que c'est tout à fait possible. Après, il faut se méfier quand on a une Mickey de ne pas avoir une vraie inflammation oculaire, de consulter si on a des problèmes oculaires, et notamment la prise de corticoïdes au long cours, ça peut donner de la cataracte. On peut avoir des inflammations au niveau des yeux. Donc, avant de dire que c'est lié à la fatigue, il faut quand même faire un bilan ophtalmo si ça gêne vraiment et être sûr que ce n'est pas une cause inflammatoire ou médicamenteuse à traiter. Mais c'est possible. Le flou visuel, c'est décrit dans la fatigue chronique. Plusieurs personnes aussi ont témoigné d'épisodes de fièvre le soir en particulier et se demandaient si ça pouvait avoir un lien avec la fatigue, justement. C'est plus le fait d'avoir une fièvre qui dénote qu'il y a une inflammation du corps qui n'est pas gérée, et que cette inflammation du corps qui n'est pas gérée induise une fatigue. Je pense que la fièvre n'est pas un symptôme de fatigue, c'est plutôt une cause de fatigue. J'en ai noté une autre également sur est-ce qu'il y a un moment privilégié pour prendre son médicament pour éviter un impact sur le sommeil? Ah, ça dépend du médicament. En tout cas, si c'est de la cortisone, il faut le prendre plutôt le matin parce que lui a un très fort impact sur le sommeil et empêche de dormir. C'est un psychostimulant, hein, la cortisone, Mm. ça excite. Et c'est pour ça que ça fatigue, c'est parce que ça épuise l'énergie. Donc, à part les corticoïdes, non, c'est un peu au cas par cas, mais non, je ne crois pas que pour les autres, il y ait de recommandations particulières. Non. En tout cas, nous, on ne le D'accord. dit pas. Non, les corticoïdes, oui, le reste, pas sûr. Il y avait quelqu'un aussi qui disait qu'il y avait quand même un risque de mettre systématiquement en lien la fatigue avec sa Mickey et qu'on pouvait potentiellement passer à côté de choses autres. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce qu'il faut, en termes de suivi, de prévention? Oui, alors c'est vrai que quand on a une fatigue excessive, il faut pouvoir en faire le bilan, mais c'est pour ça que je vous disais qu'il faut quand même une démarche un peu systématique. Est-ce que la Mickey, elle est active? Est-ce qu'il y a des causes nutritionnelles et tout? Mais effectivement, quelqu'un qui a une Mickey qui va pas trop mal et qui tout d'un coup se met à avoir un épuisement, une fatigue, là, il faut faire des explorations un petit peu poussées, sauf si c'est une fatigue qui dure depuis longtemps, qui est chronique, etc. Mais une fatigue qui survient de façon un peu inopinée, qui n'est pas habituelle pour le patient et qui s'installe de façon un peu rapide, oui, il faut faire des examens, il faut faire un scanner, il faut vérifier qu'il n'y ait pas un cancer, un lymphome, quelque chose qui pousse et qui explique un surcroît de fatigue. Mais ça, en fait, on sait normalement, votre médecin, il doit vous poser des questions et si c'est une fatigue un peu brutale, un peu inhabituelle, si vous perdez un peu de poids, etc., bref, il devrait faire un bilan un peu plus poussé. Ok. Alors, la question du tabac fait toujours réagir et donc plusieurs personnes ont posé la question du vapotage. Est-ce que c'est mieux? Alors, est-ce que c'est mieux que le tabac? Oui, je pense que oui. Ouais, oui, je pense que oui. On n'a pas de démonstration très claire, mais il y a tellement de produits toxiques dans la fumée de tabac, de l'arsenic, du goudron, des trucs qui donnent le cancer, etc., que même si on n'est pas certain que les produits qu'ils mettent dans les cigarettes électroniques soient très clean et très parfaits, ça semble quand même moins toxique et moins à risque de boucher les artères, de boucher les vaisseaux, de donner l'infarctus, de donner les cancers que la cigarette électronique. Voilà. Que la cigarette électronique moins risquée que le vrai tabac. Donc oui, entre quelqu'un qui fume et quelqu'un qui vapote, je pense que c'est moins risqué de vapoter. Je prends une autre question également sur est-ce qu'il y a des études sur le lien entre les Mickey, la fatigue et le déséquilibre hormonal ou le cycle hormonal? Alors, je ne connais pas ça très bien. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les études et les enquêtes et les revues sur la fatigue, finalement, les hormones, ça sort assez peu. Ça sort assez peu et c'est assez peu étudié. Pour autant,
Je pense que c'est possible que ça ait un impact et en tout cas, il y a des patientes qui nous le disent très, très, très bien, selon le phase du cycle, que ça va pas, qu'il y a plus de fatigue et même une répercussion, psychique aussi, de ces hormones selon les phases du cycle et cetera. Donc je pense que c'est possible. Après, je pense que c'est très sous-étudié et ça sort pas, mais ça sortira peut-être de façon plus précise quand on aura fait plus d'études. D'accord. J'avais une autre question sur la vitamine B1. On sentait que aussi Ouais, que ça faisait réagir. Est-ce que vous savez s'il y a des aliments en particulier à privilégier et qui alors peut en contenir? en fait, il y a eu en fait, je les ai trouvées, ces études récemment, hein. Mm. Elles sont pas si récentes que ça, mais il y en a beaucoup et elles sont passées un peu inaperçues et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les doses de vitamine B1 qui ont été utilisées pour la fatigue dans les Mickey, sont des doses monstrueuses, beaucoup plus importantes que ce qu'on peut avoir dans l'alimentation classique. C'est du genre, 3 enfin 2 grammes de vitamine B1 par jour pendant 4 à 6 semaines. Enfin, c'est des doses très importantes. Donc je ne saurais pas dire si manger juste des aliments riches en vitamine B1, c'est suffisant. A priori, non. Faut prendre une cure plus importante. En tout cas, c'est paraît pas dangereux. Il faut le faire sur des durées, limitées. Mais en tout cas, c'est un truc à tester, je pense, mais qui sera pas magique, hein. Je pense qu'il faut faire ça, plus tout le reste. Ok, très bien. On avait pas mal de questions aussi en lien avec le travail. Alors c'est vrai que la question de travailler avec une Mickey quand on souffre autant de fatigue, ça peut être quand même assez problématique. Donc en effet, il y a des possibilités, des demandes de RQTH, des aménagements qui sont possibles. Donc pour ça, il y a quand même pas mal de ressources sur le site de l'AFA et on a des permanences sociales et travail qui peuvent vous informer et vous accompagner. Donc n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Ça fait plus d'une heure que nous sommes ensemble. Donc, je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Merci encore pour tout ce que vous nous avez dit ce soir sur les fatigues. Je voulais quand même revenir sur quelques ressources quand même proposées par l'AFA justement, en particulier sur les ateliers en ligne. Qui sont quand même des ressources intéressantes. On a pas mal de choses sur les thérapies complémentaires, et on démarre un cycle à partir du 10 novembre sur fatigue et douleur, retrouver son énergie physique et mentale. Donc ça, vous pouvez vous inscrire via le site directement. Nous avons des permanences aussi, notamment une permanence question psy. Parce qu'on a vu justement que voilà, l'impact psychologique pouvait être très important, et donc ça peut être bien de faire un point avec nos psychologues et voir ensuite s'il y a besoin d'accompagnement et vers qui se tourner. Donc n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et aussi une permanence activité physique, voilà, avec Pétia qui peut vous renseigner et vous aider à vous mettre ou à vous remettre à une activité physique en fonction de votre état de santé. On en a parlé du pacing. En effet, on avait fait un direct qui est donc sur notre chaîne YouTube. Et donc, tous nos directs sont sur notre chaîne YouTube, hein, donc celui-ci, il sera également. Un mot aussi sur Mickey Connect, que vous connaissez sûrement, je pense, qui est notre plateforme d'accompagnement avec plein d'informations, des vidéos, et on a des modules justement sur la fatigue et la douleur. Et je voulais finir sur le fait que donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de la Biennale des fatigues qui a lieu le 21 novembre. La thématique, justement, cette année, c'est le pacing. Et donc, ben, vous trouverez sur le site internet de la Biennale tout un programme de conférences, d'ateliers. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne Bonne soirée. soirée et à Au revoir. bientôt.